Réel plaisir de nous retrouver sur ce plateau, Madame, Messieurs, pour palper enjeux politiques et actualités des assemblées politiques de notre pays. Ici, vos élus, les personnes pour qui vous avez voté, les députés nationaux, les sénateurs, les provinciaux, ils sont de retour sur ce plateau pour vous rendre les comptes du mandat que vous leur avez donné. Vous vous posez certainement des questions chez vous, mais où sont passés nos députés? Ils viennent tous les samedis à partir de 21h sur Social Télévision pour vous rendre les comptes. Alors, avant d'introduire mon élu de la semaine, j'ai une rubrique à vous proposer. Nous avons fait un condensé des grandes activités qui ont marqué la semaine au Sénat, à l'Assemblée nationale. Suivez tout de suite les grandes lignes du Parlement. Madame, Messieurs, bonsoir et merci de suivre la rubrique consacrée à la brève actualité de nos assemblées politiques délibérantes. Commençons par l'Assemblée nationale. Les députés nationaux réunis en plénière le mercredi 7 mai 2025 ont déclaré recevable la proposition de loi fixant les principes fondamentaux relatifs à la sécurité alimentaire en RDC, tout en précisant l'importance d'avoir une telle loi dont la RDC est dépourvue depuis son ascension à l'indépendance. Elle a été portée devant la représentation nationale par les députés nationaux Kadé Katembo et Alexandre Kambale Mouassa. Montant à la Chambre haute du Parlement pour garantir un avenir économique durable, une délégation du FMI a échangé ce jeudi 8 mai 2025 avec le président du Sénat, l'honorable Jean-Michel Sama Condé, sur les réformes, le redressement du budget 2025 et la première revue du programme économique. Pour clore, dans le cadre de la diplomatie parlementaire, le président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe, porteur d'un message spécial du président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a échangé avec le président ougandais Yoweri Kaguta Museveni sur la situation sécuritaire à l'est de la RDC ce samedi 10 mai 2024 au stade House d'Entebbe. C'est tout pour aujourd'hui. Merci de poursuivre votre magazine élu de la semaine. Situation sécuritaire de son fief électoral et stratégie politique qui en découle. Nous en saurons un peu plus tout de suite avec un élu de Goma, l'honorable Éric Bonapoua. Il n'est plus à présenter sur ce plateau, il a l'habitude de venir. Aujourd'hui, nous irons justement, comme je l'ai dit, sur les stratégies qui découlent de la politique de son fief électoral, la ville prise par le rebelle depuis près de 4 mois maintenant, Goma. Honorable, bonjour à vous. Bonjour madame. J'ai toujours ce plaisir de vous recevoir. Merci beaucoup. Je l'ai dit tout à l'heure, vous venez souvent, ça nous fait un grand plaisir. C'est vraiment un plaisir de vous revoir aussi. Merci beaucoup, honorable. Ça va faire 1 an que vous siégez à l'Assemblée nationale. C'est important pour moi de signaler que je tourne avec vous depuis les débuts du mandat. Oh. Alors, 1 an que vous êtes un député national au Congo, qu'est-ce que cela implique? Que signifie réellement être un député national au Congo? D'abord, vous savez, un député national a sa mission, la mission régalienne pour un député national, c'est d'abord légiférer, c'est contrôler le gouvernement et représenter valablement la population. Exactement. Vous savez, notre Parlement, aujourd'hui, je vais commencer de le débit, ça ne fonctionne pas comme le Parlement des autres pays, parce que nous avons fait plus de 4 mois sans avoir un bureau définitif. Vous savez, c'était vraiment des enjeux qui avaient comme si la politique ne marchait pas bien. Et donc, le positionnement de celui qui pouvait être le président de l'Assemblée, du bureau définitif de l'Assemblée nationale, apparemment, ce profil ne marchait pas bien avec la politique du parti au pouvoir. Alors, évidemment, nous avons réussi à trouver un consensus et on est passé aux primaires. Nous avons eu des résultats qui ont montré que Vital Kamerhe sera le candidat de l'Union sacrée au niveau de l'Assemblée nationale. Et il est président de l'Assemblée nationale aujourd'hui, comme vous le savez. Et nous sommes là. Nous revenons fraîchement de vacances parlementaires où, bien sûr, on va y arriver. Nous allons parler un peu de la situation chez vous, dans votre chef. Oui, mais par rapport avec la politique au niveau de l'Assemblée nationale, je crois que nous sommes en train de faire de nos mieux pour que nous puissions représenter valablement la population. Et les tensions, comment
Comment ça se passe l'ambiance à l'Assemblée avec l'actualité politique? Comment ça se passe un peu le bureau, les plénières? Vous travaillez avec quel état d'esprit? Le pays traverse un moment crucial. Les élus, vous à qui nous avons donné le mandat, vous avez quel état d'esprit en ce moment? Vous savez, il y a un problème politique, surtout un problème de positionnement. Un problème, peut-être les autres pensent que ça ne marche pas parce que telle est la tête de l'Assemblée nationale. Exactement. Les autres qui pensent que peut-être les choses ne marchent pas parce que tel ne faudrait pas être là. Alors, moi, je crois que nous devons être des hommes intègres. Nous devons apprendre à gérer la chose publique ensemble. Nous devons apprendre à prôner des valeurs, à mettre la personne qu'il faut à sa place. Malheureusement, ici chez nous, apparemment, quand on est intelligent et que vous êtes un seul intelligent, vous avez l'expérimentation, vous avez l'expérience, et que vous êtes au milieu de 100 personnes qui sont vraiment moins intelligentes, ils pensent que c'est maintenant vous qui n'êtes pas... Les rôles sont inversés. C'est inverse comme ça. Alors, moi, je pense que aujourd'hui, si les choses ne marchent pas, c'est parce que les gens ne se mettent pas ensemble pour réfléchir réellement qu'est-ce que nous pouvons faire dans notre pays pour que le pays soit développé. Réduction des trains de vie des institutions, efforts de guerre... Ça se passe bien à l'Assemblée nationale. Le président de l'Assemblée nationale se plaint du fait que voilà, il n'y ait pas de frais de fonctionnement. Est-ce que vous avez été payé? Bon, l'affaire paiement là, c'est devenu compliqué. Tantôt vous paye les pas. gens, bon, c'est sûr qu'on nous paie. Vous ne savez pas si on vous a payé? Bon, jusque-là, nous ne sommes pas encore payés. Déjà, vous touchez combien? Député national touche combien au Congo? Non, ça avait été déclaré que le président de l'Assemblée nationale l'avait dit devant le micro, devant les caméras. Les gens savent ce que les députés nationaux touchent. Non, vous avez écouté. Ce n'est pas quelque chose encore que je peux répéter ici. Vous ne savez pas combien vous touchez, honorable. Merci beaucoup. Non, ce n'est pas à dire que je ne sais pas combien je touche, mais j'ai dit le président de l'Assemblée nationale l'avait dit et tout le monde l'avait suivi. Tout le monde l'avait suivi. Ouais. Non, les gens aimeraient suivre une fois de plus. Alors, merci. Une année depuis que vous siégez, revenant à vos activités parlementaires, à vos productions parlementaires, à vos édits parlementaires, vous avez initié des activités, des questions orales à quelques membres du gouvernement. Comment ça se passe pour votre compte personnel? Vous savez, ce que j'ai regretté, c'est que de l'autre côté, le gouvernement semble être protégé alors que c'est de notre rôle de contrôler le gouvernement. Normalement, personnellement, j'ai déjà initié plusieurs initiatives dans le cadre du contrôle du gouvernement. Malheureusement, selon la procédure, selon le règlement intérieur de notre chambre, il y aurait déjà des ministres qui viennent répondre à leurs questions au niveau de l'Assemblée nationale. Malheureusement, apparemment, je ne sais pas, il y a quoi? Tantôt, on vous dit, bon, cette question ne sera pas posée parce qu'elle est stratégique. C'est les bureaux qui vous disent ça? Là, c'est au niveau du bureau de l'Assemblée nationale. C'est-à-dire que le bureau d'études de l'Assemblée nationale dit, non, cette question ne va pas passer parce que c'est une question stratégique. Vous savez, moi, je suis élu de Goma. Je suis né pendant que la guerre existait. J'ai étudié dans des conditions, je ne sais pas, en tout cas des conditions anormales. Et jusqu'à aujourd'hui, la guerre continue. Et moi, en tant que député, la population m'a fait confiance. Je ne peux parler que de la question sécurité et défense du pays. C'est pour cela que je me suis inscrit dans la commission permanente défense et sécurité, au niveau de l'Assemblée nationale. Et quand j'essaie de poser des questions liées à la sécurité, là, je suis en train de faire la menace contre la sécurité. Quand j'essaie de dire que nous devons interpeller, par exemple, le ministre de la Défense, pour venir expliquer comment ça se passe aujourd'hui. Vous savez, je risque de m'introduire, peut-être il y a une question qui parle de la situation sécuritaire. Oui, on va arriver là, mais restons sur cet angle-là où vous expliquez la réalité du bureau. Allez-y. C'est-à-dire, il y a des questions. Le bureau semble protéger le gouvernement.
Et les députés se plaignent parce qu'il y a plus de 100 questions, par exemple, questions orales avec débat, dont un seul membre du gouvernement n'a jamais été au niveau de l'Assemblée nationale pour se présenter et répondre. Il y a une motion qui avait été présentée au niveau de l'Assemblée nationale visant le ministre des ITPR. Les ITPR, bon, oui. On n'a pas vu le ministre des ITPR venir là-bas. Mais les plaignants ont été convoqués, après ça a été annulé, quelque chose comme ça. Voilà. C'est-à-dire que le gouvernement protège le bureau de l'Assemblée nationale protège le gouvernement. Et nous, je crois que c'est une déception pour nous parce que nous devons faire convenablement notre rôle. Nous devons exercer notre rôle convenablement. Mais pourquoi vous ne faites pas alors une mention contre le bureau carrément? Parce que si les bureaux vous empêchent d'accomplir vos fonctions régaliennes, et votre mandat aura tout un échec. Hein? Certainement, je pense que c'est là où nous allons. Parce que nous n'allons pas finir en train de nous plaindre ici dans des télévisions, dans des réseaux sociaux, alors qu'il y a des initiatives que nous devons... Vous avez pris quelle initiative personnellement? Vous avez interpellé quel ministre? J'ai interpellé le ministre d'abord le VPM, Transport, Voies de Communication. Jean-Pierre Bemba. Jean-Pierre Bemba. À quel sujet déjà? Bon, vous savez, le pays... Moi, je dirais jusque-là, le pays n'a pas de permis de conduire. Le pays a fait plus de 5 ans. Non, mais honorable, les permis de conduire, c'est des livres depuis décembre 2024. Il y a des gens qui ont des permis de conduire. Ça, c'est des livres où? Je crois aussi de la CONADEP. Moi, j'ai un permis de conduire, j'ai passé mon permis. Ah, ok, merci beaucoup. Peut-être que vous avez des contacts directs avec... Non, pas du tout, honorable. Je suivais à la télévision. Dites-moi, les permis, c'est comme... Ça se pose à quel problème? Voilà, ma question est celle-ci. J'ai lu dans des réseaux sociaux un document où le VPM, Bemba, a donné un ultimatum pour dire jusqu'au 30 juin, celui qui ne sera pas, celui qui va conduire sans permis de conduire, en tout cas, il va être sanctionné. Oui. Mais moi, je me suis posé la question d'ailleurs qui est dans ma question orale adressée au VPM Bemba, c'est que d'abord, les permis de conduire est à combien? Ça, c'est la première question. Oui, la deuxième question, quelle est la politique du gouvernement pour que le permis de conduire puisse atteindre chaque chauffeur congolais là où il est? Vous voyez? Parce que c'est anormal. Je crois qu'il y a une autre question. Si, par exemple, le prix du permis de conduire est élevé, parce que jusque-là, moi, je ne connais pas le prix du permis de conduire. Je pense, puisque je l'ai passé, 17 $, frais de formulaire, et puis 77 $ le permis de conduire, plus ou moins 100 $. Hein, si nous... Alors, qu'est-ce qui justifie les coûts élevés du permis de conduire? Parce que ça devient cher que même le passeport. Qu'est-ce qui justifie les coûts élevés du permis de conduire? Parce que c'est quelque chose qu'on imprime. Ce n'est pas une chose extraordinaire pour justifier 100 $. C'est peut-être un partenaire qui travaille. Voilà, vous n'êtes pas là pour défendre. Non, je ne le défends pas. Mais il va venir répondre de ces questions au niveau de l'Assemblée nationale. Non, vous avez posé des questions au niveau de l'Assemblée nationale, mais le bureau n'est là pas du tout. Bon, jusque-là, je n'ai pas été notifié pour dire que voilà, telle date, on va programmer la question, où on va appeler le ministre, il va arriver ici pour répondre à ces questions. Donc, je n'attends pas la problématique des embouteillages, pour le compte du VPM, vous avez adressé une autre question orale, question débat à quel autre membre du gouvernement? Il y a le ministre de l'enseignement supérieur et universitaire, en rapport avec... la scolarité des étudiants qui ont fui les entités occupées par les terroristes. Et pour dire que, non, bon, voilà, apparemment, ils sont pris parce que je vis même, c'est à peine 2 semaines que je vis la ministre écrit un communiqué a été communiqué que maintenant ces étudiants peuvent être admis dans d'autres institutions, mais ils n'avaient même pas le moyen d'être admis. Oui, j'ai lu le communiqué, mais je refuse de dire, après vous direz que je défends le ministre. Non, je ne défends pas les ministres. Oui, mais d'abord, c'est bon d'abord parce que le communiqué était entré pendant que je venais d'écrire ma question orale avec débat. La deuxième question, c'est la scolarité
la prise à charge, comment il faut étudier dans des universités, par exemple ici à Kinshasa. Je n'ai pas de parents ici, je n'ai pas de moyens ici, mais quand même, j'ai réussi à arriver à Kinshasa. Je dois loger, normalement, il y aurait des gens de homes réservés pour les déplacés internes. Alors, je ne sais pas si toutes ces initiatives ont été faites. Maintenant, c'est pour cela que j'appelle la ministre à venir répondre à des questions au niveau de la représentation nationale du pays. Mais le bureau, malheureusement, est en train de bloquer. Il y a aussi la question orale avec débat avec le ministre de la Santé publique, oui. En rapport avec la prolifération de maladies. Vous savez, aujourd'hui, nous ne devons pas, même si Goma, par exemple, est sous occupation, mais quand même, la population qui est là, c'est notre population. Exact. Avant la prise de Goma par le Rwandais, le ministère de la Santé avait déclaré qu'il y a des cas de cette maladie Mpox oui. dans des sites de déplacés. Vous savez, je rappelle qu'il y avait plus de 250 000 déplacés à Goma. Oui. Et les gens étaient vraiment entassés. Maintenant, quand la ville de Goma est tombée, c'est comme ça que le M23 dispersait les déplacés et dit de demander à chacun de rentrer chez lui. Même celui qui était malade. Il est parti avec la maladie. Ouh là là. Alors, aujourd'hui, est-ce qu'il y a une politique prise par le gouvernement pour essayer de sécuriser la population qui est rentrée, qui s'est déplacée, redéplacée encore dans leur village? Oui, parce que je sais que même dans des villages là-bas, il n'y a même pas de postes de santé ou de centres de santé qui fonctionnent aujourd'hui. C'est compliqué. Il n'y a pas de médicaments, il n'y a pas de l'eau, il n'y a pas de... Comprenez un peu ce qui se passe. Alors, quelle est la politique mise en place par le gouvernement pour essayer de sécuriser cette population qui est sous menace de cette maladie Mpox? Ouais. L'honorable Éric Boinapoua s'est adressé à plus ou moins 3 ministres. Plus que ça? Plus que ça d'ailleurs. Oui, mais jusque-là, aucune réponse au niveau du bureau. C'est ce que nous retenons. Il n'y a pas de réponse. Nous interpellons le bureau en espérant qu'il réagisse. Merci, honorable. Retournons dans votre fief. Avez-vous des nouvelles du Nord Kivu? Oui, des nouvelles récentes. Je suis en contact permanent avec la base, avec le Wazalendo, avec même les confessions religieuses, pour essayer de nous donner des informations en rapport avec la situation qui se passe aujourd'hui. Malheureusement, ce sont de mauvaises informations, oui. de mauvaises nouvelles, parce que il n'y a pas de banque, il n'y a pas la circulation monétaire. De deux, peut-être que c'est là où je devais commencer. Les personnes sont en train d'être tuées chaque jour. Il y a des tueries, les tueries continuent. Les tueries continuent et ceux qui sont soupçonnés, qui tuent la population, ils sont connus, ils sont là. Ils ont occupé la ville. Il y a tout le moyen de sacrifice. Donc la population vit une misère aiguë. Et là, je ne sais pas même, je ne sais pas comment expliquer. C'est compliqué. Vous y étiez quand la ville est tombée? Oui, j'étais à Goma quand la ville est tombée. J'ai pris fuite avec certains parmi la population qui ont pris fuite. Et je me suis déplacé vers Beni. Et je suivais tout étant à Beni. Donc, bien sûr, nous avons organisé une résistance contre l'ennemi, contre la progression de l'ennemi. Parce que nous devons chaque fois, quand nous parlons de la situation du Nord Kivu, je crois qu'à premier lieu, nous devons féliciter le FARDC, nous devons féliciter les Wazalendo, parce que c'est horrible. Aujourd'hui, j'ai le message dans mon téléphone, les Wazalendo qui disent que ça fait maintenant presque 3 mois, ils n'ont rien reçu comme quelque chose à manger.
Et ils sont là, ils sont en train de se Mais il y a battre. l'effort des guerres qui s'est fait. Il y a l'effort des guerres, les ministres ont recueilli des sous auprès des entités. Mais bon, oui, on a multiplié le solde Le solde, pour oui. les militaires, Oui. mais les Ouazalènes, ils sont là. D'abord, eux ne reçoivent rien. Ils se battent gratuitement. Pour eux, c'est d'abord la patrie ou la mort, nous vaincrons. Autre chose, c'est que même si le gouvernement ne donne pas, ne paie pas, mais il devait quand même régulariser ce qu'il y a à manger, donner quand même ce qu'il y a à manger à nos VDP. Ils sont là, ils se battent. Vous savez, je ne sais pas si le gouvernement veut qu'on commence à parler quelle langue pour qu'ils écoutent. Je ne sais pas, est-ce qu'il faut parler lingala? Moi, je ne connais pas parler lingala. Je parle swahili. Je ne sais pas si avec français, apparemment, nos autorités n'écoutent plus le français. Il faut parler lingala, bon, nous allons apprendre. Mais je ne sais pas, nous parlons de quelle langue pour que nos autorités puissent écouter réellement ce que nous disons. Dans les rapports de vacances parlementaires, j'ai déposé au niveau de l'Assemblée nationale. Mais je ne sais pas si les rapports ont consultés. Même donné, je me souviens, il y a eu plénière avant-hier, ou il y a quelques semaines, présidé par le vice-président de l'Assemblée nationale. Il ne veut même pas que les gens fassent des motions de formation au niveau de la représentation nationale. Mais je ne comprends pas. Non, complicité avec le gouvernement. Mais pourquoi ces bureaux qui avaient porté l'espoir du peuple quand même, il faut l'avouer, ces bureaux aujourd'hui travaillent contre ce même peuple? Bon, je ne sais pas si c'est une question de protéger le fauteuil ou c'est quoi, mais je pense qu'il faudrait quand même laisser la liberté des députés exercer pleinement leur travail, leur rôle de contrôler le gouvernement, d'attendre, d'écouter le gouvernement. Là où ça ne marche pas, peut-être on peut aussi donner de voies et moyens pour que, des conseils par exemple, pour que le gouvernement puisse s'en sortir. Retournons à Goma, nous étions à Goma. Ah oui. Mais dites-moi, après ces événements, vous avez dit aucune banque ne fonctionne. Est-ce que les enfants vont à l'école? Oui, les occupants, ceux qui occupent Goma, ont quand même forcé les parents, ils ont demandé aux parents de ramener les enfants à l'école. Les enfants sont en train d'étudier, mais on ne sait pas les épreuves des examens d'État se passeront sous quelle forme. Moi, je ne sais pas, parce que je ne sais pas si c'est le gouvernement de Kinshasa qui enverra les épreuves là-bas ou ça sera quel programme. Je ne sais pas si ce sera le programme du Rwanda, parce que c'est le Rwanda qui est maintenant au nord Kivu, surtout dans la partie occupée. Il n'y a même pas de chaînes de télévision là-bas. Ce sont des chaînes du Rwanda qui exercent maintenant dans la ville de Goma, par exemple. C'est compliqué, c'est horrible. Et la population, elle a quel état d'esprit? Fait-elle toujours confiance au pouvoir de Kinshasa ou elle se sent vouée à elle-même? Moi, je crois que je ne peux dire que la vérité, la population se sent abandonnée par le pouvoir de Kinshasa. Je donne l'exemple, nous sommes là. Aujourd'hui, vous savez, c'est vrai, la première étape contre l'agression, c'était la guerre. Nous nous sommes battus, nous avons organisé la résistance. Moi personnellement, je suis parmi ceux qui ont fait que le Ouazalène entre dans le jeu pour qu'il commence à être accepté par nos FARDC pour combattre l'ennemi. Et là, la guerre était encore vers Munagana à Chanzu là-bas. Nous nous sommes battus depuis là, jusque là où nous sommes. Mais écoutez, le peuple a accepté qu'on fasse la guerre. Mais pendant qu'on était en train de se battre, de l'autre côté, nous pensons que nous sommes en train de nous battre aux côtés de nos FARDC. Malheureusement, nous n'avons pas de boutique où on vend des armes. Nous n'avons pas Donc, manque de munitions. Nous demandons au FARDC, donnez-nous des munitions. Le FARDC refuse de nous donner des armes et des munitions. Vous voyez? Et puis, de l'autre côté, quand le FARDC refuse, le M23 nous attaque. Bon, nous n'avons pas de moyens, nous replions, mais le M23 récupère un dépôt d'un FARDC où on a laissé des munitions et qu'on sort. Vous voyez un peu ce qui fait mal à nous. Donc nous sommes sacrifiés.
Et c'est de cette manière que nous sommes en train de dire que non, il y a une certaine complicité dans cette affaire. Et c'est pourquoi, bien sûr, il y a des complices dans le FARDC, dans les rangs de FARDC, des officiers de FARDC. Il y a aussi des complices, même, moi je pense, que même au sein du gouvernement au niveau d'ici. Et c'est pour cela que j'ai toujours dit que, même si nous sommes en train de nous battre, je vais dénoncer ici une certaine complicité. Allez-y. C'est dans quel cadre? Aujourd'hui, nous sommes dans la phase de la diplomatie. Exact. Nous sommes en négociation. Exactement. Et quand nous allons négocier, on envoie des personnes qui vont négocier. Mais quand on envoie des personnes qui vont négocier, il n'y a même pas dans la délégation quelqu'un de chez nous qui connaît bien la situation. Vous parlez notamment de l'accord de principe. Oui, l'accord de principe, par exemple. Il y a un des personnes... la diplomate, la ministre d'État des Affaires étrangères est la personne idéale, adéquate pour ce poste. Donc vous avez voulu qu'on consulte? Pas la question de nous consulter, mais je crois qu'elle est vraiment la personne idéale pour ce poste, oui. Mais elle ne connaît pas Kibati. Vous comprenez? Moi, je connais Kibati. J'ai été surpris un moment quand ils sont à Doha. On dit, bon, ok, ça va. Un cessez-le-feu, nous allons replier de Walikale jusqu'à Kibati. Vous voyez, jusqu'au village de Kibati. Moi, je vous rappelle que nous avons 2 Kibati au Nord Kivu. 2 villages Kibati au Nord Kivu. Et c'est comme ça que quand on a parlé de Kibati, la population se sentait à l'aise parce qu'ils pensaient que c'est les Kibati du territoire de Nyiragongo. Pourtant, c'était Kibati du territoire de Walikale. C'est comme Walikale, donc il n'y a même pas combien de kilomètres. Alors, quand, par exemple, des personnes qui ne connaissent pas le village là, j'ai été surpris d'ailleurs de comprendre qu'il y a un autre Kibati ici à Kinshasa. Avenue Kibati, ici à Kinshasa. Oui. Alors, je crois que c'est mieux d'associer des personnes qui connaissent mieux la province, la région, pour que, par exemple, dans la rédaction de la mouture qui sera déposée à... Bon, ça n'a pas encore été signé. Prochainement, l'accord de principe est un début, c'est le début du processus de paix. Oui, quel que soit. Mais il faut qu'il y ait quand même quelqu'un de là, quand on est en train de rédiger ce qui sera la mouture, qui sera déposée, qui sera débattue, par exemple. Il faut qu'il y ait quand même quelqu'un de la région qui connaît, qui maîtrise bien la situation, qui maîtrise bien l'ennemi, c'est qui. Parce que, bien sûr, vous savez, nous avons un problème. Par exemple, je suis en train de voir les Quinois ici. Les Quinois qui pensent que la guerre là, c'est la guerre comme le Mobondo et qu'on sort. Non, ça c'est une guerre. Une vraie guerre. Les gens pensent que les M23 n'ont pas de chars. Les gens pensent que le M23 n'ont pas de... Donc, ils pensent que c'est une petite guerre là, de Maï ou de... Non. C'est comme ça que il y a même des Quinois qui disent que, bon, ce n'est pas bon. Mais oui, je vis ici. Écoute, je lis le communiqué de DGM. Quand DGM essaie de dire tout celui qui n'a pas une carte d'électeur, par exemple, et qui n'a pas un passeport, qui n'a pas, je ne sais pas, bon, sorte de carte d'identité. S'il vient de là, il n'a pas droit d'entrer dans d'autres entités. Mais moi, je vous dis qu'il y a des personnes, d'abord, ça nous devons être conscients. On avait fermé les bureaux de centres d'enrôlement pendant qu'il y avait des milliers qui n'avaient pas de cartes parce que tout simplement, on nous dit que le délai est fini. Et c'est comme ça qu'il y a autant... Au niveau de votre fief là-bas. Au niveau de notre fief. Il y a autant de milliers de personnes qui n'ont pas de carte d'électeur. Ou précisément, Nyiragongo. Là, je parle de toute la région occupée. La région du Nord Kivu. Oui, du Nord Kivu. Et le Sud Kivu. Je rappelle que nous avons fait l'enrôlement il y a déjà 2 ans passés, n'est-ce pas? Oui. Il y a des mineurs qui n'ont pas été enrôlés, mais aujourd'hui, qui sont maintenant majeurs, n'est-ce pas? Oui. Et est-ce qu'ils ont des cartes d'électeurs? Non. Je rappelle qu'à Goma, il n'y a pas un centre de capture pour avoir pour accéder facilement à un passeport. Alors, quelle autre carte d'identité qu'on aura? À part la carte d'électeur et le passeport. Et
quand le DGM essaie de dire, bon, voilà quelqu'un qui n'est pas muni de sa carte d'identité, il n'a pas droit à entrer dans... Mais vous voyez que d'une manière, notre propre gouvernement rend sa propre population une vie difficile. C'est compliqué. C'est compliqué. Moi, je crois que on va initier d'ailleurs une question contre le ministre de l'Intérieur qui doit répondre et nous dire finalement pourquoi il faut aller jusqu'au point de sacrifier notre propre population. Retournons à l'accord des principes. Merci. À l'accord des principes, vous avez tout à l'heure mentionné sur quelques points, notamment la rédaction, vous n'avez pas été intégré dans le processus, ce que vous déplorez. Mais de manière globale, je vais quand même rappeler ce qu'implique l'accord de principe. Comme ça, vous allez nous donner votre aperçu, à part le point là, rajouter quelques points. D'accord, Voilà. Donc, le 25 avril dernier, la RDC et le Rwanda ont signé à Washington une déclaration des principes sur la facilitation des États-Unis. Cette déclaration est considérée comme une étape significative. Parce que beaucoup de gens pensent que c'est déjà un accord. Non, c'est une première étape significative vers la paix, tout en soulignant que celle-ci doit être poursuivie selon une séquence rigoureuse sur 3 points, notamment la sécurité, secondo, la confiance, tertio, la coopération. Étant membre de la commission défense, justement, alors quelle lecture faites-vous sur cette déclaration qui implique 3 points essentiels: sécurité, confiance et coopération? D'abord, je vais vous rappeler ici que les mêmes personnes qui ont créé M23, ce sont les mêmes personnes qui avaient créé RCD, qui avaient créé CNDP, qui avaient créé M23 en 2012 et aujourd'hui M23 encore. Vous savez, moi je ne sais pas comment est-ce qu'on parviendra à satisfaire ces gens. Après l'accord de Sun City, on a intégré RCD dans le gouvernement jusqu'au point qu'ils ont eu même un vice-président. Mais ils ne se sont pas sentis à l'aise et ils ont essayé de retourner les armes contre leur propre population en créant CNDP. Après, il y a eu des accords. Dans ces accords, on a intégré CNDP dans le gouvernement. Même CNDP a été accepté comme parti politique au sein de notre pays et ils n'ont pas été satisfaits. Ils ont eu même autant de généraux dans l'armée congolaise, ce que je regrette d'ailleurs, de Rwandais dans l'armée congolaise. Tout ça, on a accepté. Ce sont les mêmes Rwandais qui se sont retirés encore du gouvernement pour dire non, nous ne sommes pas satisfaits. Alors, nous nous replions encore. Ils ont créé M23 de 2012. Ce sont les mêmes personnes-là qui se disent, bon, voilà M23, bon, nous ne sommes pas satisfaits, bon, voilà, ils créent encore M23. Alors, je ne sais pas comment on parviendra à satisfaire quelqu'un qui n'y est insatisfable. Depuis des lustres. Qu'est-ce qu'on fera? Bon, espérons, je crois que ça sera, je crois que ça sera la dernière guerre, parce que je suis né pendant la guerre, je ne veux pas mourir quand même pendant la guerre et laisser la génération future dans... L'implication des USA, des États-Unis ne changeait pas la donne. Moi, je crois que les États-Unis ne sont même pas dans le cadre de la paix. Ça, c'est moi. Je vais vous dire pourquoi. Les États-Unis sont là dans le cadre économique pour dire que, bon, voilà, port de Lobito à nos profonds, bon, on va à Lubumbashi, au Katanga, pour les minéraux, bon, voilà, à l'Est. Mais si c'était vraiment les États-Unis, je crois que les États-Unis pouvaient nous envoyer directement des contingents de militaires pour nous aider à faire la guerre et après nous donnons le minerai. Justement, ils préfèrent éviter que plus de sang puisse couler. Certains analystes affirment que voilà, cet accord de principe est plutôt un pas vers la fin de la guerre avant tout. Que la guerre s'arrête d'abord. Vous savez, on va nous dire... On priorise la paix. Oui, on priorise la paix. Mais
je ne veux pas qu'il y ait une paix encore d'une courte durée pour dire que non, voilà, nous n'avons pas été satisfaits, encore recréer un autre mouvement contre... Vous n'avez pas confiance au Rwanda? Non, jamais. Moi, je vous dis, il n'y a aucun Congolais qui vit là-bas, qui peut faire confiance au Rwanda. Ce qu'ils ont fait à Goma, c'est l'idélige. Moi, je vous dis, aujourd'hui, nous sommes à plus de 15 000 morts. Nous sommes à plus de 10 000 disparus. Quelqu'un disparaît comme ça, il n'existe plus, on ne sait pas. Sa famille, il est détaché forcément de sa famille. Il y a d'autres qui sont en train d'être tués. On dit qu'ils sont de Ouazalendo. Pourtant, il est un simple civil. Il est un civil. Tout le monde connaît. Le chef de quartier et les autres connaissent. Il y a aussi le règlement des comptes là-bas aujourd'hui. Parce que moi, j'avais un problème de limite de parcelle avec vous. Bon, voilà, directement, j'ai pas signalé que non, il est aussi Ouazalendo. On vient, on te tue. Gratuitement comme ça. Alors, moi, je crois qu'il y a un seul Congolais qui peut faire confiance au Rwanda là-bas. Il n'y a pas. Je crois que le dialogue, moi, d'abord, je crois que le dialogue entre Congolais serait d'importance capitale. L'opposition non armée, qu'on nous amène l'opposition non armée, qu'on parle, pour qu'on fasse la guerre contre l'ennemi. Parce que le Rwanda n'est pas en train de venir pour chercher autre chose. Et leur président avait déclaré qu'il ne cherche que des terres sur le sol, sur le territoire congolais. Et je ne sais pas, les terres d'où? Chez moi. C'est-à-dire que la guerre continuera toujours. Parce qu'il ne prendra pas les terres de mes ancêtres. Pas du tout. Je me battrai toujours. Bon voilà, aujourd'hui ils ont occupé chez moi. Mais je pense que je dois toujours rester en repli stratégique. Vous priorisez les dialogues, mais l'opposition n'a pas voulu. Je crois qu'il serait mieux. Il serait mieux. On a fait des consultations, le président a tendu la main à l'opposition. Il serait mieux que l'opposition accepte, parce que c'est lié maintenant, parce que c'est le Rwanda qui devient le tout-puissant aujourd'hui. Il faut se lier au Rwanda pour se mieux positionner dans la politique congolaise. Je crois que ça, c'est aussi sacrifier ta propre population. Tous ces opposants-là, oui. Tous ces opposants-là, oui, qui ont félicité le Rwandais occupé Goma et Bukavu, ce sont vraiment des sacrificateurs. Oui. Ils ont sacrifié la population. Il y a des opposants qui ont félicité. Oh, oui, ils ont contribué à la mort d'autant de Congolais là-bas. Moi, je vous dis ce qui s'est passé. Les opposants non armés. Le 27 là, le 28, le 29. Janvier 2025. Oh. Je ne sais pas comment expliquer. Je ne sais pas. Il y avait des cadavres partout, partout. Des cadavres. Ils ont été enterrés dans des fosses communes. Et jusqu'aujourd'hui, il y a des gens qui sont en train d'être enterrés toujours dans des fosses communes. Jusqu'aujourd'hui. Qui peut faire confiance à des personnes comme ça? Aucune confiance. Je ne crois pas. Je ne crois pas. Et pour cette finalité, parce que la finalité ira, le président Tshisekedi et le président Paul Kagame devront signer un accord. Oui, l'accord, oui. Moi, je veux qu'il y ait un accord. Vous savez, la population du Nord Kivu ne veut que la paix. Rien que la paix. L'accord de principe aussi priorise la paix. Oui, je vous dis, si c'est réellement la priorité, la priorité c'est la paix, c'est bon. Mais je suis en train d'insister que cette paix soit durable. Parce que moi je connais ces gens, je vous ai rappelé ici qu'ils ont eu tout le poste dans le gouvernement ici, dans l'armée, dans l'administration, ils sont là, dans l'ANR, ils sont là. Mais ils se sont retirés, ils disent que nous ne sommes pas satisfaits. Vous voulez quoi finalement? C'est ça le problème. Est-ce que lorsque on va les servir, c'est qu'ils seront servis? Encore 3 à 4 ans après, ils disent non, nous ne sommes pas satisfaits, nous rentrons encore à Brousse, à Bunagana. Donc à la place, vous priorisez le dialogue interne. D'abord, le dialogue interne entre Congolais. Ayons confiance d'abord entre nous-mêmes. Après, s'il y aura à signer des accords avec le Rwanda, signons des accords
qui vont prioriser la paix durable. Pas une paix pour dire que non, après 3 à 5 ans, encore la guerre. Non, c'est pas bon. Mais voilà, il y a quelques points que j'ai également relevés. Nous chutons déjà, nous apprêtons à chuter. Okay. Quelques points que j'ai relevés sur cet accord de principe. Hein, Ouais. à part la priorité de la paix, Ouais. il y a également le développement hydraulique commun, la gestion conjointe des parcs nationaux, Ouais. la chaîne d'approvisionnement minéraux transparente et légale, Ouais. l'implication des investisseurs américains dans les mines. Ouais. C'est ce que vous avez dit tout à l'heure. Donc, vous êtes toujours contre la cogestion même de ce point Bon, avec le la cogestion d'abord de parcs. Là, je suis d'accord parce que Pourquoi? ils ont une petite partie de parc, ce qu'ils appellent parc national de Virunga Puré. Donc, nous avons une frontière de parc et qu'on ne peut pas quand même limiter l'éléphant de chez nous aller de leur côté. Parce qu'il y a, je crois, la protection de l'animal, c'est-à-dire le chimpanzé du Congo peut aller le matin au Rwanda et oui. le chimpanzé du Rwanda peut aller bon, et vice-versa. Oui. Là, la cogestion, la cogestion de parc, je suis d'accord. Nous avons une frontière lacustre dans le lac Kivu. La cogestion des ressources hydrauliques, c'est-à-dire le lac Kivu a dans son sein le gaz méthane. Oui. Et que s'il peut y avoir un projet d'exploiter ensemble, un projet commun, là je suis d'accord. Là vous êtes d'accord, vous ne pensez pas qu'ils vont une fois de plus nous dribbler? Ouais. Non, pas du tout. Pas du tout. Il y a par exemple la question de la transparence, la chaîne Oui, exactement. sur les minéraux. En minerai, transparence est légale sur la chaîne du minerai. Oui, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème parce que, par exemple, on produit des cassitérites à Walikale ou à Massissi. Voilà. Mais il n'y a pas de route pour venir ici à Kinshasa. Alors, comment on va amener les cassitérites Il à peut passer Kinshasa? par Kigali. Ça peut passer par Kigali, que ça soit légal, que ça soit transparent. Mais le mal, c'est lorsque le Rwanda vient directement pour exploiter. Et là, c'est ce qui est mal. C'est que nous ne voulons pas. Si le Rwanda veut exploiter des minerais ici, qu'il vienne comme investisseur, qu'il signe légalement des accords avec le gouvernement congolais, qu'il travaille comme tous les autres pays. Je rappelle qu'il y a des Américains ici. Nous avons les Chinois, ils sont là. Il y a d'autres pays, ils sont là. Mais ce n'est pas bon de venir d'abord tuer la population. Et en tuant les populations, en violant les enfants, les mineurs. Et c'est comme ça qu'on va extraire les minéraux. Là, c'est compliqué. Et nous devons toujours dénoncer. Et ne pas dénoncer, c'est être complice. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. C'est ça. Merci beaucoup, honorable. Nous apprêtons à chuter. Ouais. Nous sommes pressés par le temps. Vous avez donc fait une recommandation au gouvernement, celui de prioriser le dialogue interne, ouais, à l'opposition en particulier. Ouais. Vous faites appel à l'opposition. Ouais. Et votre dernier mot, une autre proposition à faire? Vous savez, par rapport à la situation sécuritaire, je crois que quand on parle de la question de l'Est, il est bon de consulter les gens de l'Est pour qu'ils donnent leurs impressions. Parce que ce n'est pas que parce que je suis de l'Est, c'est-à-dire que je suis complice mais on vous accuse souvent d'être complice. Hein, mais c'est ce qui fait mal. Moi, je suis en train de faire la résistance là-bas. Et ici, on m'accuse d'être complice. Là, c'est compliqué, ça me fait mal. Vous voyez? Moi, personnellement, quand je fais la résistance, j'ai mes frères, mes soeurs, nos compatriotes qui sont morts en résistant. Et moi, peut-être, je me suis échappé de justesse. Mais quand j'arrive ici, on me dit, bon, vous êtes complice là-bas. C'est compliqué. Ce n'est pas bon. J'ai entendu ici même des audios commencer dans les réseaux sociaux dire qu'on est en train d'attaquer les Baswahili. Mais moi, je dis, mais finalement, ces pays, c'est quoi? Espérons que ce n'est pas le cas. Parce que nous devons éviter de tel genre de paroles de haine contre qui que ce soit.
nous sommes habitants de la République démocratique du Congo. Kinshasa, c'est notre capitale. C'est la ville où logent les institutions du pays. Et toutes les personnes qui viennent de l'intérieur du pays peuvent venir travailler ici. Et les autres peuvent venir étudier ici. Je crois que ça, c'est normal. Quand nous sommes en train d'appeler à la cohésion nationale, c'est une chose, c'est un acquis vraiment à consolider. Et il ne faut pas des messages de haine contre telle communauté et telle autre. Ça, c'est un. De deux, je crois que nous devons être responsables. Quand on est en train de gérer le pays, quand on est en train de gérer la chose publique, il faut être responsable. Ça, c'est un principe dans le leadership. Exactement. Ce n'est pas bon. Moi, j'ai regardé ici. D'ailleurs, je dénonce. J'ai regardé ici dans des avenues. Moi, je suis contre les embouteillages. Parce que je suis là, maintenant, je suis en train de me poser la question, comment je vais arriver au Palais du Peuple pour rejoindre la plénière. J'ai vu ici des avenues, quelqu'un, parce qu'il a un bistrot quelque part, il veut vendre le boisson là-bas, et il décide d'enlever les dallettes sur le caniveau, et comme l'avenue n'est plus praticable, il commence à mettre maintenant des chaises, faire des bars. À faire des bars dans la route. C'est compliqué. Malheureusement, et là je vois les commandants de la police qui viennent boire là-bas. Je vois les chefs du quartier qui viennent boire là-bas. Je vois les chefs, même les agents de la commune qui viennent boire là-bas. C'est compliqué. Mais il faut les embouteillages. Ils créent eux-mêmes les embouteillages. De deux, ici on ne fait pas de salons. Pourquoi? Nous, on fait des salons honorables. Mais moi je vous dis, on ne fait pas. Le salon ne signifie pas fermer les portes de boutiques. Parce que toutes les boutiques ouvrent à 11h les samedis. Mais pourquoi ils ne travaillent pas? Ils vont faire les salons. Où? Moi je n'ai jamais vu quelque part où on fait les salons. Moi je crois que le salon doit être obligatoire. Le salon doit être obligatoire. La ville ne sera jamais propre si on n'a pas impliqué la population dans sa propriété. Il faut fouetter d'ailleurs les gens ici à Kinshasa. Parce que c'est anormal, quelqu'un prendre de l'eau et jeter la bouteille dans les caniveaux. C'est anormal. Malheureusement, les policiers aussi, ils boivent de l'eau, ils jettent la bouteille dans les caniveaux. Malheureusement, même un homme responsable, même un député. Je suis en train de regarder même à l'Assemblée nationale là-bas, il y a la saleté à l'extérieur là-bas. Je ne comprends pas. Vous jetez des immondices. Nous, les députés, nous jetons aussi des immondices. C'est compliqué. Il nous faut les vrais salons ici. J'ai un plan à proposer. S'ils veulent, ils peuvent me consulter. Je peux proposer le plan que j'ai moi. Au gouverneur de la ville. Hein? Au gouverneur de la ville, même aux autres autorités. J'ai été une personne qui regrette trop, même devant le portail du gouvernorat, de la ville, ici. Les immondices partout. Sans pour autant aller plus loin. Même l'entrée du palais de la nation, il y en a. Mais c'est compliqué, mais quand même. C'est pourquoi nous devons être responsables. Gérer le pays, c'est d'abord la responsabilité de ne pas nous fier dans des futilités. Ici, je suis en train de voir les gens aiment des anniversaires, des trucs, des choses, des trucs qu'il ne faut pas. Des futilités. Des futilités. Au lieu de travailler sérieusement pour le développement du pays, c'est pourquoi je suis en train de vous dire la jouissance. La population de l'Est, c'est vraiment une population résiliente. Quel que soit cela, ça se passe. Je vous dis qu'il y a une faim aiguë. Les gens commencent à mourir par la faim. Parce que le territoire où on faisait les champs, il y a toujours l'insécurité. Personne ne sait plus faire les champs. À Goma, les gens ne mangent plus. Les gens vivent dans l'incertitude. Mais ils n'ont besoin que de la paix. Parce qu'eux vont travailler. C'est un peuple travailleur. Ils travaillent. Parce qu'ils ont compris qu'ils sont délaissés par le gouvernement central. Et c'est comme ça qu'ils
bon, venez faire payer des taxes et des impôts, nous on va payer, mais nous allons nous développer ici. C'est pourquoi vous avez vu Goma qui était vraiment... Cette Goma n'est pas semblable à Kinshasa, il faut dire la vérité. Merci honorable, merci. Le temps nous fait défaut, vous pouvez revenir quand vous voulez. Ah oui, même le prochain numéro. Je suis très disponible. Même le prochain numéro, nous pouvons continuer sur cet angle-là. Ouais. Merci honorable, ce fut un plaisir de vous recevoir une fois de plus. Nous retenons ici que Goma veut la paix, rien que la paix. Le gouvernement a mis en place un processus de paix. Vous interpellez ce gouvernement qu'il fasse très attention, qu'il vous intègre également dans le processus. Oui, c'est très important. Merci honorable. Merci surtout à vous, fidèles téléspectateurs, de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro du magazine politique, l'élu de la semaine. Aujourd'hui, c'est avec l'honorable Eric Boanapoa, élu du Nord Kivu. Ouais. Merci beaucoup. À la prochaine.